Xavier. Un père de famille. Un homme poli, cultivé, discret, catholique pratiquant. Le genre d'homme que personne n'imagine au centre d'un massacre. En avril 2011, il tue sa femme, ses 4 enfants et leurs 2 chiens. Puis il enterre les corps sous la terrasse de la maison familiale. Ensuite, il prend la route. Depuis ce jour, personne ne sait avec certitude ce qu'il est devenu. 13 ans plus tard, l'homme le plus recherché de France n'a jamais été retrouvé, mort dans une forêt, suicidé dans un ravin, ou vivant quelque part, sous un autre nom. Bienvenue sur Dossier Noir. Aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès. Partie 1, l'homme derrière le monstre. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre l'image qu'il donnait. Xavier Dupont de Ligonnès naît en 1961 dans une famille issue de l'aristocratie française. Un nom ancien, une éducation stricte, une importance donnée au rang, à l'apparence, à la religion. Très tôt, Xavier apprend une chose essentielle. Ce que les gens pensent de vous compte parfois plus que la réalité. Adulte, il apparaît comme un homme calme, agréable, parfois charmeur. Il parle bien, il sait se présenter, il inspire confiance, il épouse Agnès en 1991. Ensemble, ils construisent une famille avec 4 enfants, Arthur, l'aîné, Thomas, Anne et Benoît, le plus jeune. La famille s'installe à Nantes, une maison correcte, un quartier tranquille, des enfants scolarisés, une vie qui semble stable. À l'extérieur, rien d'anormal, des repas de famille, des échanges avec les voisins, une routine presque banale. Mais à l'intérieur, la situation se dégrade depuis longtemps. Xavier enchaîne les projets professionnels ratés, commerce, communication, Internet, affaires diverses. Il promet toujours un succès imminent. Mais l'argent n'arrive jamais. Les dettes augmentent, les comptes se vident, les relances s'accumulent. Et surtout, il ment. Il ment sur les revenus, il ment sur les contrats, il ment sur les solutions à venir. Beaucoup de proches pensent qu'il traverse simplement une mauvaise passe. Peu imaginent l'ampleur réelle du désastre. Partie 2, une chute silencieuse. Avec le temps, Xavier semble s'enfermer. Il garde les apparences, mais la pression devient énorme. Les créanciers attendent, les charges tombent, la maison coûte cher, l'image sociale menace de s'écrouler. Pour certains spécialistes, c'est un point clé de l'affaire. Chez certaines personnalités obsédées par le contrôle et la réputation, perdre la face peut devenir insupportable. Reconnaître l'échec, dire la vérité, admettre qu'on a tout perdu. Parfois, cela semble pire que tout. À cette période, Xavier écrit beaucoup. Des mails, des messages, des lettres longues, parfois étranges. Il parle stratégie, organisation, projet, comme si tout restait sous contrôle. Alors qu'en réalité, tout lui échappe. Partie 3, les derniers jours de la famille. Début avril 2011, Xavier commence à préparer sa disparition. Il envoie des messages à l'école des enfants, il explique que la famille part aux États-Unis, il affirme avoir été recruté pour une mission spéciale liée aux autorités américaines. L'histoire paraît étonnante, mais elle est racontée avec sérieux. À d'autres proches, il annonce un départ rapide. Il demande de ne plus chercher à les joindre pendant quelque temps. Chaque détail semble pensé pour ralentir les soupçons. Pendant ce temps, les enfants cessent progressivement d'apparaître. Les voisins remarquent moins de mouvements. Les volets restent souvent fermés. La maison devient silencieuse. Selon l'enquête, les meurtres auraient été commis sur plusieurs jours. Un élément rend l'affaire particulièrement glaçante. Tout semble méthodique, sans panique apparente, sans fuite précipitée, sans désordre visible. Comme si Xavier exécutait un plan préparé depuis longtemps. Partie 4. La maison de Nantes. Le 21 avril 2011, après plusieurs alertes, la police se rend sur place. Le courrier s'accumule, la famille est introuvable. Personne n'a de nouvelles fiables. À l'intérieur de la maison, rien ne ressemble à une scène de crime classique. Les pièces sont relativement ordonnées, pas de traces évidentes de lutte, pas de chaos. Puis les enquêteurs inspectent l'extérieur.
Sous la terrasse du jardin, il découvre l'impensable. Les corps d'Agnès et des 4 enfants sont enterrés. Les 2 chiens sont également retrouvés morts. Le choc est immense. La France entière découvre l'affaire. Les autopsies confirment que les décès remontent à plusieurs jours. Tout indique une mise en scène froide et réfléchie. Ce n'est pas un passage à l'acte soudain, c'est une opération. Planifiée, exécutée, puis dissimulée. Partie 5. La fuite. Pendant que les corps reposaient sous la terrasse, Xavier circulait encore. Il est repéré dans plusieurs hôtels. On retrouve des traces de paiement, des tickets, des réservations. Il descend vers le sud de la France, calmement, sans précipitation visible. Le 9 avril 2011, il est filmé à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. On le voit quitter un hôtel, sac sur l'épaule, démarche tranquille, il marche seul. C'est la dernière image certaine de lui. Après cela, rien, pas d'appel bancaire clair, pas de mouvement officiel, pas de traces administratives fiables, comme s'il s'était évaporé. Partie 6. Mort ou vivant? C'est la grande question de cette affaire. Hypothèse 1. Le suicide. Le secteur où il disparaît comprend zone boisée, relief, ravin. Certains pensent qu'il s'est donné la mort peu après sa fuite. Cela expliquerait le silence total. Mais un problème demeure. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Hypothèse 2. La cavale préparée. D'autres pensent que Xavier avait tout anticipé. De l'argent caché, une aide extérieure, des contacts anciens, une identité de remplacement. Il parlait plusieurs langues, savait paraître normal, pouvait voyager discrètement. Pour eux, il a quitté la France avec méthode. Hypothèse 3. L'aide d'un réseau. Certains évoquent des soutiens religieux ou amicaux. Des personnes prêtes à l'héberger sans poser de questions. Rien n'a jamais été prouvé, mais l'idée persiste. Partie 7. Les fausses pistes. Depuis 2011, les signalements se multiplient. On affirme l'avoir vu en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, dans des monastères, dans des gares, dans de petits villages. Chaque fois, l'espoir renaît. Chaque fois, rien. Puis vient octobre 2019. Un homme est arrêté à l'aéroport de Glasgow. Ressemblance frappante. Les chaînes d'infos s'emballent. Le fugitif aurait enfin été retrouvé. Quelques heures plus tard, les tests ADN tombent. Erreur totale. Ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, cette séquence marque les esprits. Même des années plus tard, il suffit d'un visage ressemblant pour que le pays entier y croie encore. Partie 8. Pourquoi cette affaire fascine? Parce qu'elle touche à quelque chose de profond. Le contraste entre l'image et la réalité. Un homme présenté comme calme et respectable, une maison familiale ordinaire, des photos souriantes, et derrière cela, l'horreur absolue. Elle fascine aussi pour une autre raison. L'absence de fin. Pas de procès, pas d'aveu, pas de corps, pas de vérité officielle complète. Tant que Xavier n'est pas retrouvé, l'histoire reste ouverte. Et une affaire ouverte nourrit toutes les hypothèses. Blond conclusion, Agnès avait 48 ans. Arthur, 21 ans. Thomas, 18 ans. Anne, 16 ans. Benoît, 13 ans. 5 vies supprimées, 5 victimes souvent résumées par le nom du suspect. Et pourtant, ce sont elles qui devraient rester au centre de l'histoire. Aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès aurait plus de 60 ans. Est-il mort depuis longtemps dans un lieu oublié? Ou vit-il quelque part, sous une autre identité, en regardant parfois les reportages consacrés à sa propre disparition? 13 ans plus tard, la France pose toujours la même question. Comment un homme aussi recherché a-t-il pu disparaître sans laisser de traces? Le dossier reste ouvert. Et la vérité est toujours dans le noir. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous à Dossier Noir. Chaque semaine, on rouvre un dossier que personne n'a fermé.